Bonjour et bienvenue sur Art Addict avec Mythologie grecque décomplexée. Hello! Alors, comme vous le savez, j'adore vous faire découvrir et redécouvrir des œuvres d'hier et d'aujourd'hui, mais je suis également une grande passionnée de mythologie grecque. Ces histoires atemporelles sont une source illimitée d'inspiration et je voulais vous en parler aujourd'hui. Vous connaissez forcément des noms de dieux et déesses et différents exploits qu'ils ont pu faire. Voilà. Simple, efficace. Simple et efficace. Aujourd'hui, pour bien commencer ce nouveau thème de vidéo, donc avec toi, on voulait vous parler d'un film, plutôt d'un dessin animé très connu, qui est à la fois fidèle et qui prend énormément de liberté sur les mythes grecs. Je veux bien sûr parler d'Hercule, sorti en 1997. D'ailleurs, parenthèse, il y avait une série, Hercule Zero to Hero, qui est sortie. Pas folle. En 98, ouais, c'est dégueulasse. J'en sais Pas pas fou. où. Vous avez rien manqué si vous l'avez pas vu. Voilà, mais là n'est pas le sujet, donc on commence avec Hercule. Donc pour vous refaire le résumé, donc Hercule, fils de Zeus et Héra, donc grandit dans l'Olympe avec tous les autres dieux olympiens, et il s'avère qu'à cause d'une prophétie, il est une menace pour le plan machiavélique d'Hadès, qui en fait veut prendre la place de Zeus parce qu'il en a marre de son boulot. Et donc les mignons d'Hadès, qui sont Peine et Panique, donc Peine et Panique, vont faire boire à Hercule une potion qui enlève son immortalité, donc ce n'est plus un dieu, mais vu qu'il y a une goutte qu'il n'a pas vue, il garde sa force herculéenne. C'est de là que vient l'expression d'ailleurs. Voilà. Et donc il est parmi les mortels. Ses parents, c'est d'ailleurs Amphitryon et Alcmène. Deux paysans. On reviendra là-dessus. Et bon, comme il est considéré comme un monstre parmi les siens, Un petit peu un teubé aussi. ouais, surtout, il décide de partir pour découvrir qui il est et devenir un héros. À partir de là va donc commencer une quête pour devenir un héros où il va se faire former par Philoctète. Un gros pervers. Et il va rencontrer Mégara, Meg pour les intimes. Le tout avec une bonne dose d'humour bien Disney. Alors, rentrons directement dans le vif du sujet. On va commencer par l'animation. Ah, moi je vais aborder les points positifs. Tu en as beaucoup aussi, toi, des points positifs. Déjà, l'esthétique abordée par Disney, c'est un parti pris très intéressant. Bon, déjà, il y a beaucoup, on retrouve dans les chansons et aussi tout au long du film, déjà des clins d'œil à des vraies œuvres de l'Antiquité. Par exemple, quand on raconte le début des temps avec Zeus et les titans, c'est vraiment le style de dessin qu'on pouvait retrouver sur les poteries antiques. Ouais, vraiment stylé. Le design aussi des personnages, où en fait, qui se rapproche énormément de la caricature, donc ça aussi c'est un choix très intelligent. Ça rappelle les masques antiques que les comédiens utilisaient sur scène pour qu'on puisse voir les expressions, parce que les gradins étaient assez grands, donc tous les spectateurs ne pouvaient pas profiter de la proximité avec les comédiens. Et ça pouvait, c'était à la fois pour montrer les émotions, pour montrer le statut social, et voilà, tout simplement. Au niveau des couleurs, on a aussi des couleurs très vives, très réconfortantes. Très confortante, ça conforte. Au niveau des couleurs, on a des couleurs très vives, très chaleureuses. Ça fait vraiment film pour les enfants, film joyeux, donc on reste vraiment dans l'animation Disney. Moi, il y a un petit détail que j'aime vraiment beaucoup, c'est les spirales pour les coudes et les genoux. Je sais pas, je trouve ça trop charmant. Ça fait un petit truc. L'animation en soi, elle est belle, mais on reste dans le Disney, il gère vraiment bien l'animation. Il y a des moments vraiment stylés, comme quand Zeus se laisse choir en fait sur son trône et qu'on a vraiment tout ce mouvement qui est vraiment classe. Après, bon, il y a des moments où il faut pas être trop regardant sur une espèce d'animation un peu 3D bizarre. Le moment où il combat l'hydre de Lerne, c'est particulier à regarder. Ouais, après pour un dessin animé de 1997, il a pas mal vieilli quoi. Ouais. Donc ça c'est vraiment la patte Disney, c'est que c'est atemporel quoi. Ouais. Donc ça c'est super cool. Donc comme on l'a dit, le film est beau mais pas que. Donc en fait il est esthétiquement intelligent. C'est-à-dire que oui, les couleurs sont vives, les personnages ont vraiment une colorimétrie bien à eux. On reconnaît Hadès, Zeus, tous les dieux qui ont cette espèce aussi de luminescence qui les différencie des mortels. Voilà, il y a vraiment des gammes de couleurs qui correspondent aux personnages, notamment les muses,
qui en fait ont une peau mate. Ouais. Et du coup, ça les rend encore plus uniques dans le film. Donc ça, c'est très intelligent, comme je l'ai dit. Il y a des petites easter eggs, donc soit qui proviennent d'autres films Disney, par exemple la fourrure de Scar dans Le Roi Lion, une statue de la Vénus de Milo. Je sais pas envie de dire quand même. Ouais, c'est ça. Ouais. Une statue de la Vénus de Milo. Waouh, Mulot. Waouh. Donc l'apparition de la Vénus de Milo quand Hercule essaye d'impressionner Meg et en fait il casse les deux bras. Tout ça avec quand même un scénario qui se laisse on se laisse emporter, qu'on soit enfant ou adulte, parce qu'il y a des blagues qu'on comprend mieux quand on est adulte, notamment l'humour un peu pinçant d'Hadès. Ouais. Voilà, mais ça, il y a les petites références, les petites subtilités de Meg et son côté très mature. Oui. Ça aussi j'ai envie d'y revenir parce que c'est vraiment un sujet qui m'intéresse. Alors, du coup, la narration commence par une voix off qui est ensuite coupée par les muses. Les muses qui, du coup, font l'exposition de ce qui se passe avant l'entrée vraiment dans le vif du scénario, c'est-à-dire le combat entre Zeus et les titans, donc la fameuse titanomachie, à l'issue de laquelle les titans finissent enfermés dans le Tartare et les dieux finissent sur l'Olympe. Et pour détonner un peu sur les voix off classiques, en fait la voix traditionnelle elle est immédiatement coupée par les muses. Les muses qui ici ont vraiment le rôle à la fois extra-diégétique et diégétique, parce que du coup elles racontent à travers des chants de gospel l'histoire, donc déjà pour présenter où on se trouve, présenter les personnages, mais au bout d'un moment on les voit carrément chanter avec Méa, donc en fait elles font partie intégrante de l'histoire également. D'ailleurs les muses, je vais t'essayer de présenter. Oui, bien sûr. Alors, il faudrait ton carnet. Ah non mais c'est à moi de le dire. Excusez-moi. Je peux dire que les easter eggs dans les trucs c'est des easter eggs. Ta gueule. D'ailleurs, donc les muses qui s'appellent, on a Calliope, on dit Calliope, hein, je crois. Ouais, on dit ils nous en voudront pas. Non. Donc Calliope, muse de la poésie, Clio, muse de l'histoire, Melpomène, muse de la tragédie, Terpsichore, muse de la danse, Thalie ou Thalia, muse de la comédie. Après, en réalité, là, on nous en présente une certaine quantité, mais les muses olympiennes, il y en a 9. Les 4 qui nous manquent, il faut que je trouve la bonne page. Laissez-moi un instant. Voilà. Donc, les muses restantes, on a Uranie, qui gère l'astronomie et l'astrologie, Polymnie, qui est là pour gérer l'éloquence et la rhétorique, ensuite Euterpe, qui préside la musique, et finalement, il y a Erato, qui, elle, a pour domaine de prédilection la poésie lyrique et érotique. Et le choix d'avoir une introduction par les muses, c'est vraiment judicieux parce que ça rejoint directement ce qui se passe dans la Grèce antique. C'est-à-dire que les poètes, en fait, quand ils se mettent à raconter des mythes, ils font appel au début aux muses, qui sont là pour leur donner l'inspiration et leur dire quoi raconter. Et en plus, dans les fêtes qui sont consacrées aux héros dans la Grèce antique, les muses sont là et elles participent à la fête en chantant, en dansant, ce qui rejoint directement ce qui se passe là dans le film. Elles dansent, elles chantent, elles présentent tout. Par contre, on dévie complètement des chants traditionnels antiques. Là, on part sur du gospel, ce qui est un choix assez particulier. Dis-nous, Eva, pourquoi le gospel ? Si naturel. Donc je vais défendre ce choix qui est hyper malin d'une certaine manière. Donc comme tu as dit, les muses elles font des accompagnements avec des chants traditionnels. Et l'utilisation du gospel, c'est pour à la fois rendre un hommage à ça, tout en modernisant la chose. Oui. Voilà. Donc comme tu l'as dit, dans le théâtre antique, il y a donc le chœur, choros en grec ancien, qui en fait est un personnage à part entière, qui à la fois va énoncer ce qu'un personnage peut ressentir, les émotions, la culpabilité, etc. Ou alors va décrire une scène qui ne pouvait pas être réalisée sur scène, soit par bienséance, soit par manque de moyens. Parce que manque d'effets spéciaux. Manque d'effets spéciaux, la voilà. post-prod à l'époque. Voilà, c'était autre chose. Le chœur, ça permet aussi de dynamiser l'histoire par le biais de chants et de danse pour pas qu'on ait vraiment des énormes tirades des personnages. Donc le chœur qui vient de Odé, ça signifie vraiment dans la racine du terme le chant. Comme tu dis, donc les muses elles chantent, elles dansent et aussi elles racontent une histoire
en ayant cet aspect divin. Donc ce que font les muses dans le dessin animé Hercule. Après, pourquoi le gospel? Pour les personnes qui savent ou qui ne savent pas d'ailleurs, c'est un genre musical qui est apparu début XXe siècle donc, dans la communauté afro-américaine pour chanter dans les églises. C'est très rythmé, très dansant, très joyeux, beaucoup utilisé là-dedans et ça a été... c'est vraiment la signature de la communauté afro-américaine chrétienne. Donc, ça bouge, ça danse et ça parle également de religion, tout comme les chants traditionnels grecs. Et c'est hyper intelligent en fait d'avoir pris ce rythme-là très dansant parce que il y a quand même, par exemple, musique avec Zéro tout héros, qui est quand même incroyable. Et donc c'est à la fois une manière de se désolidariser du mythe pour pas faire quelque chose de trop ancien, mais en même temps c'est un petit clin d'œil. Ouais. Donc ça reste quand même un choix très défendable. Franchement, brillant. Brillant, incroyable. Waouh. Brillant. T'as dit. Pour rappel, donc hommage aux mythes qui font partie donc de la religion hellénistique. Donc les hellénistes qui étaient les croyants des mythes grecs. Ça bouge, ça danse, ça fait une narration et c'est des chansons qu'on n'oublie pas. Clairement pas. Un petit extrait. Bon, on va rentrer dans ce qui dérange, les personnages. Alors moi je pense que je vais faire l'avocat du diable. Oui. Et toi tu vas un petit peu rétablir la vérité. Donc on va commencer par le plus simple, le personnage principal. Je te laisse y aller. Hercule. Donc dans le dessin animé, c'est un dieu, hein, et c'est le fils de Zeus et Héra qui devient mortel et qui va non pas chez des rois, des reines, mais chez des villageois. Et il doit faire toute une quête avec Philoctète, donc quête pour devenir un héros avec Philoctète qui voilà. Et sa chérie, c'est Mégara et leur rencontre se fait nanana. Sauf que Mégara, elle est sous l'emprise d'Hadès parce qu'elle a vendu son âme à cause d'un ancien amoureux, enfin pour un ancien amoureux, et donc au début elle va le manipuler jusqu'à tomber amoureuse de lui. En sachant que c'est un profil, Hercule il est pas bête mais en tout cas naïf, très naïf, mais aussi foncièrement bon, foncièrement gentil, il fait de son mieux et il est très attaché en fait à retrouver sa famille, mais en même temps on le voit très rapidement dans la chanson Zéro à héros. Il revient voir ses parents et vu qu'il est devenu riche, célèbre et tout, il leur a offert une énorme maison. Donc aussi, voilà, il y a ce côté très reconnaissant. Maintenant, le Hercule... Ouais. Alors concrètement, Hercule, c'est pas du tout le fils de... En fait, il n'y a rien qui va. Clairement, on va commencer comme ça. Hercule, en fait, à l'origine, c'est pas du tout le fils de Héra, c'est le fils de Zeus, certes, mais de Alcmène également. Donc il naît demi-dieu, donc il naît très très fort, mais mortel de base, et pour gagner son immortalité, on lui fait téter le lait maternel de Héra, pendant que celle-ci est endormie. Alors Héra, déjà, l'infidélité de Zeus, ça la rend pas très sympa, enfin elle n'a pas vraiment des bonnes dispositions auprès de Hercule de base, mais alors en plus, parce qu'il lui mord le téton super fort, hein. Donc quand ça la réveille, déjà elle n'est pas consentante, quand ça la réveille, disons que ça n'aide pas non plus la chose, et elle pète un câble purement et simplement. Hercule rentre du coup sur Terre et il se fait élever par Alcmène, sa mère, et par Amphitryon qui est du coup son beau-père et qui sont pas des paysans. C'est un couple royal. Tout se passe plus ou moins bien, alors la rencontre avec Mégara n'est pas vraiment comme ça, en fait c'est le daron de Mégara qui la lui donne comme ça. Tiens, Parce que prends ma fille. C'est une princesse. Voilà. En mode t'as tué un mec qui m'embêtait, prends donc ma fille. Ils se marient, ils ont des enfants et en fait tout n'est pas bien qui finit bien parce qu'en fait il finit par la tuer et puis tuer ses enfants aussi au passage. Charmant. Sympa. Bon après il a fait les 12 travaux. Oui, il a fait ses 12 travaux. Mais parce qu'il avait fait des conneries avant. Pour se purger des conneries. Voilà. Bref. Et après les 12 travaux, il a fait d'autres conneries jusqu'à mourir très bêtement. Franchement. De manière super nulle quoi. Genre. Donc, mais bon, ça reste un des héros les plus connus de la mythologie. Et il s'appelle également Héraclès. Donc, À la base en grec. À la base en grec, c'est Héraclès qui a été transformé en Hercule.
Mais d'ailleurs, on peut switcher sur Zeus et Megara, qui sont un couple parfaitement équilibré, qui s'aiment énormément. Zeus et Megara. Waouh Waouh. Je sais pas, il y a eu des images qui ont flashé dans ma tête, excusez-moi. Je vais rebondir d'ailleurs sur les parents d'Hercule, donc Zeus et Héra, qui dans le dessin animé sont un couple équilibré, qui s'aiment, voilà, qui sont fidèles l'un à l'autre. Mais voilà, je pense aussi que Disney voulait montrer un exemple parental assez sain. Ouais, parce que bon, si tu montres Zeus qui saute un peu tout ce qui bouge à des enfants, disons que pour la construction et la notion de couple, Plus d'une quarantaine de partenaires, hein. oh, facile. Au moins. En sachant que Héra de base, donc c'est la reine des déesses, hein, comme Zeus c'est le dieu des dieux, mais surtout Héra c'est la déesse du mariage. Donc ça fout mal quoi, un mari infidèle. Quel est le comble pour la déesse du mariage? Voilà. On va faire la blague, La meuf fidèle et le mari absolument pas. Bon, il y en a, ils ont peut-être pris le mythe un peu trop au sérieux du coup. Donc ensuite on a Philoctète qui donc dans le dessin animé c'est celui qui va former Hercule à devenir un vrai héros. J'aime beaucoup comment il est présenté, donc à la fois un personnage très humoristique avec son côté pervers, etc. Mais également animé d'une ambition assez jolie, donc de former le plus grand héros que la Terre n'ait jamais connu. Et ce que j'aime beaucoup, c'est le passage où donc Hercule rentre dans sa maison et on voit plein d'héros de l'Antiquité grecque et romaine, notamment le petit clin d'œil avec Achille, avec la grande statue, et juste il a... Ouais. Et c'est un de mes mythes préférés, je pense. Achille, c'est... Ouais, je pense que c'est un de mes héros préférés, en tout cas pas en tant que dieu. Ouais. Je le trouve très touchant. Donc ça c'est Philoctète dans le dessin animé. Maintenant, en réalité, Philoctète c'est juste un guerrier. C'est même pas un satyre, c'est juste un guerrier qui avait fait poteau-poteau avec Héraclès à un moment donné. Et en fait, ce qu'il faut savoir principalement, c'est que quand Héraclès meurt de façon débile, comme tu l'as dit, C'est vrai. lui il est là et puis du coup il récupère son matos. C'est tout. Moi j'ai envie de dire malin quoi. Bah franchement, ça serait con de le laisser là. Ouais. Quelqu'un d'autre aurait pu le faire quoi. Voilà. En autre personnage donc, qui suit Hercule, on a Mégara. Alors Mégara, j'aime beaucoup ce perso, même s'il a été limite inventé, parce qu'il a rien à faire là en vrai dans le mythe originel. Donc c'est une femme qui a vendu son âme auprès d'Hadès pour son ancien amoureux qui l'a laissé tomber, pour une princesse. Et donc maintenant qui est condamnée à le suivre jusqu'à récupérer sa liberté, mais qui va finir par tomber amoureuse d'Hercule. Ce que j'aime beaucoup dans ce personnage, c'est que ça amène un nouveau thème, en tout cas un thème que je trouve est très peu abordé dans les Disney, c'est celui de, je vais appeler ça, tu vois, de l'amour mature. Oh mec, pardon, s'il te plaît, je suis outrée. Donc, ouais, donc l'amour mature, parce que Mégara, c'est pas, comme tu peux voir dans Réponse, Blanche-Neige, etc., c'est pas une princesse dans le dessin animé, non. Voilà, bien sûr, en vrai c'est une princesse, mais en tout cas c'est une femme qui a déjà connu l'amour et qui a été déçue de ça. C'est pas quelqu'un qui découvre le monde et en fait avec le premier homme qu'elle voit, qu'elle trouve, voilà, ça va être l'amour fou et ils sont heureux toute leur vie. Non, c'est quelqu'un qui a été déçu, qui a été blessé, qui est méfiante et qui passe maintenant par la manipulation et par le fait de rester froide pour ne pas se refaire avoir. A contrario, on a un Hercule qui lui, en vrai, il découvre le monde. Et il découvre l'amour avec Mégara. Donc on a d'un côté une femme mature, et de l'autre un homme qui lui n'y connaît pas. Et je trouve que c'est vraiment un échange que Disney avait pas fait. Hein. Ouais. Ouais, d'habitude, tu vois, genre souvent ce qu'on voit c'est des hommes un peu voyous qui connaissent un peu déjà, et la nana elle est toute naïve, toute choupie. Mais il y a le passage où Mégara elle essaye de séduire Hercule, voilà. En montrant un peu son corps, en disant aucune faiblesse et tout, pour aider Hadès à battre Hercule. Et lui, comme ça, il est tout gêné, il remonte le truc, il fait waouh. Cacher ses épaules, ouais, je ne saurais voir. Je suis pas bien, tu vois. Et il y a aussi le moment où il y a toutes les groupies qui se jettent sur lui, il est au bout de sa vie. Mais lui, il voit que Mégara, quoi. Dès qu'il arrive, il est en mode ah, salut.
Donc ça aussi c'est une énergie très minime et c'est vraiment un personnage totalement transformé quoi. Elle est aussi hyper cynique, très sarcastique, elle est sensuelle, c'est une femme très sensuelle, hein, c'est bon des formes, bon bien sûr comme c'est de la caricature, voilà, une taille de guêpe, des hanches, mais voilà, genre elle sait que c'est une femme accomplie en fait. Voilà. Et elle en joue. Et elle en joue. Donc la vraie Mégara. Bah du coup, comme je l'ai commencé à l'aborder en parlant de Hercule, du coup la vraie Mégara, c'est pas du tout une nana qui débarque de nulle part, c'est pas du tout une nana qui a quelque chose à voir de près ou de loin avec Hadès. Bah voilà, en fait, elle s'est fait donner en mariage, hein, vas-y ma fille, pars avec ce fameux héros. Donc en théorie, on suppose que quand même ils le vivent bien. Comme dit, ils ont des enfants. Et comme dit, bah en fait elle se fait buter. Et après, Héraclès se remarie avec quelqu'un d'autre. Assez rapidement d'ailleurs. En plus. Le deuil n'est pas hyper long quoi. Ouais, et la deuxième femme ne connaît pas un sort particulièrement meilleur. Ouais. Après, donc en dernier personnage vraiment principal, ben, on a l'antagoniste, qui est Hadès. Que voilà, qui n'aime pas Hadès quoi, genre perso préféré. On est d'accord. Vraiment très très classe. Gros big up à lui. Bon déjà moi j'adore son design. Donc c'est pas du tout le design original évidemment, hein, ce côté bleu avec des flammes sur le crâne et tout. Il a vraiment une tête de méchant, tu vois, avec ses dents tout en pointe. longueur, très charmé comme ça. C'est un personnage assez intéressant. Non, pas assez, genre très intéressant parce que en fait, il n'est pas que méchant. Il est drôle, il est intelligent, il est machiavélique, il a un humour hyper cassant qui se rapproche le plus de nous en fait. Tu vois, par exemple, moi j'ai le passage où il capte que Meg, elle aime bien Hercule, tu vois. Ça m'est égal. Je ne vous aiderai jamais à lui faire du tort. J'ai du mal à croire que tu t'emballes à ce point pour un mec. Celui-ci est différent, il est honnête et il est doux. Et jamais il ne fera rien pour me blesser. Il est comme les autres. Quand il pète son câble avec les parcs. Ah, incroyable. Et quand il découvre, il pense, parce que Pen et Panique lui ont dit que Hercule c'est bon, il était mort et tout. Et du coup, il pense que c'est le cas, et là, il apprend qu'en réalité, pas du tout. Et il est là, genre, et le seul guignol qui peut contrecarrer mes plans, ça crame de partout, il se met à hurler, j'adore, mon passage préféré. Mais toutes les phrases d'Hadès sont épiques. Donc ça, tu vas en parler des différences avec le mythe. Donc un peu, qui est totalement reclus des Olympiens, alors qu'il fait partie des grands trois, hein, donc avec Zeus, Poséidon et Hadès, c'est quand même les trois frères principaux et qui font partie des dieux les plus puissants. Et il veut prendre la place de Zeus en ramenant les titans grâce aux planètes bien alignées. Et en fait, les titans sont enfermés dans le Tartare. Et donc là, il y a déjà quelques petits paradoxes. Et d'ailleurs, ce que j'aime beaucoup sur la représentation des enfers, tu vois, pendant la chanson où les muses, d'ailleurs, c'est le personnage où les muses le présentent quand même. Oui. T'as pas de musique pour Zeus, c'est vraiment Hadès. Tu sais, au tout début, ils présentent Zeus. Oui, mais genre. Mais là, oui, ils ont vraiment toute une chanson que pour lui. Voilà, Zeus, c'est parce qu'il était là depuis le début du temps et tout, mais là, c'est vraiment. Et en fait, on le voit arriver son lieu avec le Styx qui est rempli d'âmes. Et c'est plus une représentation des enfers chrétiennes, on va dire. C'est le feu, la mort, ils sont tous malheureux. Alors que dans la mythologie grecque, il y a différents types d'enfers. T'as les enfers pour les héros, qui est un peu une espèce de jardin d'Éden. T'as le Tartare pour les grands pires. T'as au milieu, en fait, où voilà, c'est les gens un peu bateaux hein, qui sont là. Mais en même temps, il y a vraiment aussi la colorimétrie qui ressemble totalement à la peau d'Hadès. Bleu, froid. Avec j'allais dire un berserk, pas du tout. Avec un cerbère. Le cerbère est méga stylé, on le voit très peu, mais il est aussi stylé qu'on le voit peu. Genre, moi j'aurais trop aimé qu'on voit Hercule se battre contre cet énorme chien. Mais ouais, surtout que ça fait partie d'un de ses travaux en plus. Ouais, moi je à la pensais base. Petite j'ai cru, mais non. Donc le vrai Hadès. Le vrai Hadès, en fait, c'est pas du tout ça. Alors, si, parce que c'est le roi des enfers, enfin, c'est le roi du monde souterrain. Mais en fait, les ressemblances s'arrêtent là. En réalité, Hadès, c'est un gentil. Il est chou, ce crâne. Il est pas malfaisant du tout. Alors, au début, il a un peu les boules de gérer les enfers tout seul, parce qu'au final, ça lui fait beaucoup de taf, alors que les autres se la coulent plus ou moins douce.
il n'était pas spécialement enchanté de prendre la gouvernance des enfers, parce qu'en fait, Zeus avait décidé de prendre la terre, Poséidon avait décidé de prendre les océans, du coup, qu'est-ce qui reste? T'as pas le choix, frérot. Et alors, bon, au début, forcément, il a un peu les boules, mais au final, il prend du recul, parce que c'est là où il y a les richesses souterraines, donc au final, il est un petit peu content. Et surtout, en fait, à aucun moment, il en veut à ses frères de ne pas lui avoir laissé le choix. À aucun moment, il cherche à faire le mal juste pour être le grand méchant. Juste il est là et puis il fait son taf et c'est tout. Franchement il subit plus des fois parce que Zeus c'est le plus tyrannique presque, qui a le plus de courroux, donc lui il subit plus quand ses frères font de la merde. C'est ça. Qu'autre chose, hein. C'est le plus sage quoi. Les frères font la merde, les gens meurent, ça revient chez Hadès. Voilà c'est ça. Et en sachant que normalement les âmes elles sont pas dans le Styx, elles le traversent aussi. Sur le bateau. Si elles ont une pièce d'or, sinon elles doivent attendre 100 ans. Mais elles y vont quand même après, mais t'attends 100 ans. Voilà, tu te fais chier. T'as le temps de réfléchir. T'avais qu'à pas être pauvre, écoute. Voilà, c'est ça. C'est comme ça. Dans ta gueule. Il faut bien qu'il gagne sa vie, là. Mais j'ai envie de exactement, dire. ça vient d'où les thunes sinon? Et voilà. D'ailleurs, Ouais. il y a une phrase d'Hadès, Ouais. je sais plus la phrase exacte, mais il dit que genre, c'est la moitié du temps imparti pour Hercule, je sais plus quoi. Et il dit cette phrase-là, pile à la moitié du film. Oh. Ah ouais. Ouais, j'ai plus la phrase exacte, je mettrai un extrait. Les gars, relax. C'est seulement la mi-temps. Voilà. Très bien joué Disney. J'apporte ma pierre à Petite l'édifice. contribution. Il y a encore C'est de la Yo-Yo. place Tout va bien. Ok. Merci Yo-Yo. De rien. Ben maintenant, on va pouvoir passer aux persos plus figurants secondaires. Ouais. Donc notamment les dieux olympiens qu'on voit au début. En début et en fin. Ils sont présents, mais vu qu'il y a quand même des gens qui se sont fait chier à les dessiner, on va en parler quand même. Déjà, on va commencer par Athéna. Donc Athéna qui est reconnaissable avec sa lance, le bouclier, tout son apparat de guerre en fait. Voilà, c'est la déesse de la stratégie de la guerre civilisée, on va dire. D'ailleurs, qui est la seule déesse qui est née du crâne de Zeus. Directement. Voilà. On casse le crâne en deux. C'est bon. Donc là, Tout armé, taille adulte. Parfait. juste à côté, on a Arès qui est lui dieu de la guerre un peu plus vénère, un peu plus sauvage. Le design, je suis pas. Excusez-moi, monsieur. Qu'est-ce que c'est que cette barbe? Quoi? Disney, quoi? Je pense que c'est pour la virilité, tu vois. Mais... Non. je sais pas. Non. Là, celui qui m'a fait le plus mal au cœur, Oh non. moi c'est la représentation. Moi, c'est la représentation. J'étais en mode pourquoi Dionysos. Et c'est le dieu du théâtre, tu vois, genre du vin, de la fête et tout. Il est stylé ce dieu. Moi, c'est mon préféré, genre en tant qu'amoureuse du théâtre et tout. Il est hyper important. Bah là, c'est Bébert du PMU. Hein. Wow. Après, on le reconnaît à sa petite couronne de vigne là, mais en fait, même si c'est le dieu de la fête, de la vinasse, c'est aussi un dieu qui est représenté extrêmement beau, quoi. Ouais, et jeune, Voilà. tranquille, les cheveux longs, beau gosse. Et là. Ouais. C'est ça, en fait, c'est le dieu des excès, mais dans plein de choses, tu vois, dans la fête, bon, des trucs un peu moins catholiques et tout, mais c'est pas un dieu, tu vois, c'est pas comme Héphaïstos. Héphaïstos, pour moi, il est très bien représenté. Caricaturé, mais quand même, on le reconnaît super bien, tu vois. Bah, il fait sa forge et tout. Alors, il forge le foudre de Zeus, alors qu'en théorie, c'était pas lui, mais référence sympa au fait qu'il fait des trucs super stylés, il a fait des armes pour un peu plein de monde. Une belle référence également. D'ailleurs, c'était le chéri de Aphrodite, au bout d'un moment. Ouais, la plus belle avec le plus moche. Comme quoi, tout est possible, ne perdez pas espoir. On a Déméter. Alors on l'a représentée, donc Déméter c'est la femme des cultures, de la nature, etc. C'est une des déesses qui est le plus proche des hommes. Et donc là ils ont vraiment fait une figure très opulente, qui me fait penser à quelque chose d'assez maternel, tu vois. Ouais. C'est quand même une des déesses les plus indépendantes face à Zeus, quoi. Après on a Eros. Avec son petit cœur. Forme de cœur, voilà. Aphrodite, donc déesse de la beauté, de l'amour, qui est la maman d'Eros. Moi je suis un peu déçue. Je suis un peu... Genre, quand j'étais petite, bien sûr, j'étais contente, genre waouh, elle est trop belle. Mais en fait, je me dis, ouais, un peu déçue. Après, Aphrodite, en vrai, il y a un petit passage que j'aime vraiment beaucoup. Tu sais, Philoctète, tout le long du film, il veut pécho un peu tout ce qui bouge. Ouais. Et à la fin, juste il fait un petit regard à Aphrodite, et elle, juste d'un coup, hop là. Viens là. trop rire. Tac, tac, tac. Après, il y a qui? Narcisse.
Ah oui. Et ouais, mais d'ailleurs c'est le dernier. Ouais. Ah non, Hermès. Oui, effectivement. Il y a Hermès, donc avec ses petites ailes sur les chaussures. Qui fait le messager du coup. Oui, son rôle. Et qui a des petites lunettes. Ils avaient des lunettes dans la Grèce antique. Voilà. C'est choupi. Et enfin Narcisse. Franchement, il est là que pour la blague. C'est ça. Il est là que pour la blague. Mais ça fait un bon clin d'œil. Parce qu'à la base, Narcisse, c'est pas un dieu. Non, du tout. Il n'y a rien à faire en Olympe. C'est un humain extrêmement beau. Et dont le terme narcissique. Donc quelqu'un qui s'aime énormément, hein, que ce soit d'un point de vue physique ou intérieur. Mais il faut savoir que Narcisse, à la base, c'était un jeune homme qui faisait sa vie. C'est juste que comme il a refusé les avances De Echo. elle l'a mal pris. Donc elle a fait en sorte qu'il soit amoureux de son propre reflet. Et c'est pour ça qu'il s'est noyé dans le fleuve. Mort-con. Franchement, mort-con. Ouais. Hein. Mais le mythe, l'histoire, elle est super belle. Ensuite, donc elles, c'est des personnages assez particuliers. Donc là, ça va être plus des références. On a les moires. Ouais. Ou les parcs. Ils disent les parcs dans le film, c'est les moires en Grèce. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors moi, je commence juste par le design qu'ils Go ont utilisé. Go Alors ahead. donc c'est 3 vieilles femmes assez donc vraiment avec un design cadavérique, vraiment qui se rapproche le plus du cliché de la sorcière. Ouais. Crochus, des verrues, elles se partagent un seul œil et elles peuvent voir donc passé, présent, futur. Et en fait, elles sont présentées un peu comme des méchantes, mais elles sont plutôt indépendantes parce qu'elles ont ni peur de Zeus. D'ailleurs, parce qu'en vrai, ce sont des divinités que Zeus craint. Et en vrai, elles rendent service à Hadès, mais elles auraient très bien pu pas le faire. C'est juste parce que ça les amuse. C'est ça. Parce qu'elles connaissent, elles savent ce qui va se passer. D'ailleurs, elles disent qu'en théorie, elles n'ont pas le droit de le révéler, Ouais. mais Hadès, tu sais, fait un petit peu de charme et tout, donc elles lui disent ce qui va se passer. Et d'ailleurs, les moires, elles coupent le fil de la vie. Elles contrôlent du coup la vie des mortels, comme tu l'as dit. Et ça se passe effectivement comme dans le film, c'est-à-dire qu'elles ont toujours un fil de la vie et qu'à un moment donné, elles le coupent et bah, tu clames en fait. Donc comme dans le film, tu coupes le fil de la vie, paf, la personne arrive dans le Hadès. Le Hadès qui est justement le terme pour décrire également les enfers. Après, on a les titans. Ouais, alors les titans... C'était simplifié au max. Ouais, il y en a genre 4. C'est des titans élémentaux. Les deux marchent. C'est-à-dire que t'as le rocher, la lave, la glace et un cyclone. Alors qu'en réalité, bon, des titans, il y en a 12. Certes, il y en a qui sont la personnification de certains éléments, genre océan, bah, comme son nom l'indique, c'est la personnification des océans. Mais t'en as plein d'autres, t'as celle de la mémoire, t'as Japet qui fait des trucs, t'as Atlas, c'est celui qui finit par porter le monde, enfin il y en a 12. Et en fait, ils ont des apparences plutôt humanoïdes. C'est pas du tout ce qu'on a, mais exactement comme tu l'as dit, ils ont simplifié un peu Disney parce que sinon c'est un peu le bordel, donc autant faire des titans très très méchants et on comprend que c'est des très très méchants. Parce que quand tu parles notamment de la titanomachie, donc une énorme guerre pour que Zeus puisse asseoir son autorité en tant que roi des dieux, bah, y a des titans, ils sont du côté de Zeus. Ouais, effectivement. Voilà. Mais c'est vrai que ça a été énormément simplifié parce que si Disney commence à essayer de dessiner des hécatonchires, genre t'es pas sorti, tu vois. Genre, là par contre les enfants ils auraient fait des cauchemars. Donc en conclusion, les mythes grecs ont souvent été revisités, transformés, réadaptés en plusieurs formats. Et c'est d'ailleurs pour ça en fait qu'on a voulu vous parler de ce dessin animé super connu qui a repris le mythe d'Hercule. Que ça plaise aux enfants et que ces derniers en grandissant, et ben en fait ils découvrent Pètent leurs illusions. Ouais. Vraiment. Ouais. Déception. Moi j'ai pas vraiment eu envie de détruire ce dessin animé parce que personnellement il fait partie de mon enfance. Moi, il fait pas du tout partie de mon enfance. J'ai connu le dessin animé après le vrai mythe. Du Ouais. coup, ça m'a fait un décalage. Donc c'est vrai que ça fait bizarre. Ouais. Mais après, on est en train de bosser sur d'autres adaptations, tu vois. Au début, j'avais un peu d'animosité envers Hercule. J'étais en mode, ça correspond pas du tout. Et puis finalement, on est en train de lire un autre truc qui correspond pas du tout. Ça m'a vachement calmée envers Hercule. Finalement, il est bien ce film. Franchement, moi j'ai adoré parce qu'en fait c'est Disney. Je sais pas qu'ils se sont amusés dedans, tu vois. En fait, c'est ça que j'aime bien, c'est que tu ne peux pas transformer, vulgariser, simplifier un truc sans t'y connaître vraiment. Ouais. Genre c'est pour ça aussi que ça existe la vulgarisation tout simplement. Et genre oui, donc Mégara c'est totalement un personnage inventé, Hadès est
hyper méchant, cynique, drôle. T'as les personnages de peine et panique qui n'existent pas du tout, mais qui en font quand même dans leurs actions, notamment je pense quand ils se transforment en 2 serpents, qui sont aussi des clins d'œil bien placés de mythes, sauf que ce sont des serpents... Des vrais serpents. Ouais, déposés par Hera. Hein. Ouais, c'est Hera qui les envoie. Et en fait, c'est ça, c'est que c'est une richesse d'inspiration qui jamais ne tarit. Mais la preuve, maintenant, t'as des romans, des BD, des films, des séries, des jeux vidéo. Ouais, des jeux vidéo. D'ailleurs, restez par là sur cette chaîne parce qu'il y a une vidéo sur un jeu vidéo, sur plusieurs jeux vidéo. Qui va sortir présenté par Yo-Yo, notre caméraman juste ici. Bonsoir Yo-Yo. C'est moi. Très très beau travail de sa part, donc soyez au rendez-vous. Donc on espère tout d'abord que ce format vous ait plu. Hein, donc à la fois on décortique un petit peu une œuvre moderne qui parle de mythes et on essaye en fait de vous rappeler ou de montrer tout simplement les mythes originels de manière plus ou moins simplifiée. Donc si ça vous plaît, on n'hésitera pas à parler d'autres formats. Notamment certains, on y travaille déjà dessus en fait. Voilà. Non, on va pas leur dire. Non, on va pas leur dire. On va pas leur dire c'est quoi. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. C'était Art Addict avec Mythologie grecque décomplexée. Et on vous dit à bientôt pour une prochaine rubrique.